je me rendais l'hiver chez un ancien du pays, Jean-Baptiste Duclus. Il habitait rue des Chênes à 500, tout près d'ici. Dans l'auto bien chauffé, il me racontait sa vie passée au milieu des bois. Mais son regard ne quittait pas ses côtes de chênes et de coudriers, car il confectionnait amoureusement races et paniers. Lorsqu'il évoquait loups et grands vents, des frissons me gagnaient, et j'interrompais la fabrication de ces petits animaux, jouets de mon enfance. Cette vie passée au cœur de la grande forêt, faite de dur labeur et de joie simple, partagée par sa femme et ses 6 enfants, il l'évoquait avec nostalgie. Ce soir, les habitants des villages de la Forêt de Chaux vous proposent de revivre cette époque qui est aussi l'histoire de nos aïeux. Ensemble, nous allons retrouver ces hommes, ces femmes et les mystérieuses légendes qui les entouraient. Mais en forêt, il y avait aussi place pour les chants, la danse, orchestrée par une musique bien particulière. Chers amis, cet après-midi, nous sommes réunis, comme autrefois, pour le temps d'une chaleureuse veillée en forêt de Chaux. La route est longue des baraques du 14, où vit la famille, jusqu'à la coupe du Gros Foyard, où Jean fait son charbon. Le chemin est plein d'imprévus et de rencontres mystérieuses pour la jeune femme. Bonsoir, monsieur. Vous n'auriez pas aperçu mon oncle, Jean le Charbonnier? Jean le Charbonnier, celui qui habite au Gros Foyard? Ben oui, là. Le chemin qui est encore long. Oh, si on avait de la clause, on y serait vite, avec votre jeunesse. Dites, je suis peut-être bien curieuse, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis qu'est-ce qu'il fait celui-là là-haut? On dirait tout un écureuil. On est des scieurs de l'ombre. On fabrique des poutres, des madriers, des traverses. On tire des dragons. Dites, elle est bizarre votre scie. Comment c'est-il que vous la maniez? C'est une petite scieur de l'ombre qui a 2 hommes. Voilà. Alors le père Dupuis, l'écureuil, comme vous l'appelez, tire la scie vers le haut, parce que moi je la tire vers le bas. Lui, il a le panorama, et moi j'ai la scie à plein les yeux. Ben, c'est son habitude. Il faut des muscles solides. Et un bon sens de l'équilibre. Qu'est-ce que ça doit être pénible? Je pense que vous devez avoir soif. Vous voudriez boire un petit coup? Si vous prenez par les semblements plus propres sujet. C'est dit qu'il est bon. Ah, mais c'est pirate, ouais. Écoute-moi. Jean-Baptiste, vous chantiez dans la forêt. Ah, il y a des chats dans le de la forêt. Et quand on chante, on nous entend une lion à la ronde. Dites, vous voudriez pas chanter un petit coup pour moi? Allez, appelez les autres. On va chanter. Eh oh les gars, vous pouvez venir là. On arrive. Ça va la petite dame. Bonjour messieurs. Ah, voyons voir. C'est une drôle de chance. Ça, c'est du radeau. Eh bien, pour la remercier de son bon vin, on y va un petit coup. On va lui pousser notre chanson. Sur la plage.
petites écreux, nous en trouverons d'autres qui meilleurs seront, qui meilleurs seront. Hey, y a pas de gens plus fiers qu'on coulons là, mais on a vendu mes pauvres, je t'ai tout comme des écreux, y a pas de gens plus fiers que les Les sieurs de Long portent l'écharpe rouge traditionnelle et le chapeau sans rebord, une coutume qui nous vient d'Italie. Comme lui a dit le sieur de Long, Nanette longe la vallée de la Cloge. Cette petite rivière regorge de grenouilles au printemps, mais on y trouve aussi des truites, des brochets et des cabots. Par endroits, sur ces rives, de vastes zones herbeuses s'y rencontrent. C'est la Molinie, le Flay, le Gleu. Voici que Nanette y pénètre. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous fabriquez là? On dirait que vous faites des foins. Eh bien, on ramasse les feuilles, on ramasse le bleu. C'est pour faire des tiers aux bêtes, c'est pour bourrer les matelas. Vous savez, nous sommes pauvres, la forêt qui fournit soit vite. Dites donc, il est bien bizarre votre râteau. Il a donc perdu toutes ses dents? Tous ces râteaux les râteaux sont tous pareils. Ils ont des grandes dents. C'est bien facile pour ramasser les branches et les racines. Et c'est pour les bêtes? Oui, nous sommes pauvres, nous n'avons pas de terre. Alors, nous n'avons pas de paille pour mettre à l'étable sous les bêtes. Alors, nous ramassons le flait, nous le mettons en tas, pour le rentrer. C'est gratuit, mais c'est bien du travail, vous savez. Et les feuilles, c'est aussi pour les bêtes? Oui, mais ça se décompose très vite, ça fait un bon fumier pour mettre dans le jardin. Mais vous voyez ce sac-là, je vais le garder pour en bourrer un bon matelas. Elles sont bien sèches, hein? Oh oui. Les végétaux de la forêt? Oui, nous ramassons tout. Les glands, les fènes, les poires, les pommes, même des champignons. Tiens, Madeleine, montre donc tous ces beaux fruits à la dame. Montre les champignons. Toi. Qu'est-ce qu'ils sont beaux? C'est des jauneurs? C'est des champignons. Non, attends. Tu vois, voilà des glands. Ils sont très très gros cette année. Puis les porcs seront très gros à la semaine prochaine. Ça, c'est Tu bien. vas voir. Il y a des fènes aussi, mais oh, mais je crois qu'on n'en a pas trouvé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu sais ce que c'est que les fènes? Non, pas tellement. C'est le fruit du foyer. Oui, tu vois. Hein. Et ça, ça c'est des bonnes petites poires de pommes sauvages qu'on va faire de la bonne gelée cet hiver. T'en veux? C'est un peu dur, hein? Oh, c'est un peu amer. C'est que les gens aimeraient bien en manger, hein? Oui, t'en veux, ça? Oui. Vous en voulez? Et qu'est-ce que c'est? Eh, mais tu sais, j'ai aussi des poires. Donc on aura de la bonne poire. Et ça, c'est quoi, ces plumeaux? C'est du bleu. Ça sert à couvrir nos battues, nos chaumières. Et le flait, ça sert à faire la litière aux bêches. Et une paillasse à mon homme quand il a bu un coup trop. Ça, faut dire que les hommes, hein, ils sont pas bien marrants des fois. Pas tous les jours. Mais dites, vous m'aviez dit que vous ne possédiez pas de terre, mais toutes vos vaches et vos cochons. Là-bas, c'est qui mange? Eh bien, en forêt, pardi. Nous allons dans les cantonaux, puisque dans la forêt impériale, nous ne pourrons plus y aller. C'est interdit depuis le coup d'Arivol. Ah bon? Et vous, là-bas, ce que vous habitez? Un peu partout. L'année passée, nous avons battuté du côté de la Royale. Mais mon homme est allé s'en faire embaucher à la verrerie d'Agnès-Loire. C'est monsieur Neveu qui l'a embauché. Il paraît que ça paye bien, ce sera moins fatigant pour nous. Ma foi, pourvu qu'il ne boive pas toute sa paye. On verra. Ouais, faut dire, franchement, s'ils boivent pas ou s'ils nous battent pas, enfin. Faut faire attention, hein, par les temps qui courent. Au revoir, mesdames. Merci beaucoup. Tout métier confondu, c'est près de 1000 personnes qui y travaillent chaque jour. Des milliers de stères de bois abattus chaque année pour alimenter les industries de la périphérie. Les salines d'Arquesnan, les forges de Fraisan, les poteries des Trépigniers ou encore la verrerie de la Vieille Loire. La forêt est pleine des hues, des voituriers, du sifflement de la scie, du chant clair de la hache. Mais voici que Nanette a aperçu un chantier de bûcheron non loin de son chemin.
Bah, vous me connaissez, non? Bien sûr qu'on vous connaît. Quand on nous a demandé qu'il y avait tant de détails cette année, on la connaîtra tout vite. Je m'en vais justement le rejoindre. J'y pense en repas du soir, que voilà dans mon panier. Mais je m'ai sauté un instant. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Le chemin était bien long. Dites donc, vous en avez fait un de travail dans cette forêt. Ah, C'est bien pas sûr. vraiment plus clair, hein? Bien sûr, ça fait 1 an qu'on y travaille tous les jours et qu'on y va toute place. Alors à force, ça fait un clou. Je vois que vous faites de toutes sortes de voies. Je vois du gros, il y a du petit. Puis là-bas, il y a même des fagots. Oui. Tout le gros bois, il est à la scie à Châtelet pour être scié. Tous ces stères que tu vois ici, ils ont cet été à la ville de Dole pour le chauffage. Et puis tous les fagots que tu vois ici, la moitié ils ont au poterie des Trépiniers et l'autre moitié au salon de la question. Dites donc, ça va vous en faire des sous? Oh, Nous travaillons pour un patron, nous sommes payés à la tâche. Seuls les fagots nous appartiennent. Et encore, il faudra payer un voiturier pour les sortir. Disons qu'on fait vivre notre famille. C'est tout votre richesse? Non, ce n'est pas là notre richesse. Regarde, écoute, respire. Ne vois-tu pas, ne sens-tu pas cette odeur de liberté dans une si belle forêt? regarde. D'abord, ce pommier sauvage. Et bien ce matin, quand on est arrivé sur le chantier, il y avait un gros sanglier qui mangeait des feuilles. Ah bon? Ça va drôlement vous améliorer l'ordinaire, ça, dites donc. Ah oui? Si on arrive à le piéger, On y mettra un collet. Là, le gars. Passe un autre. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonsoir, Lucas. Venez voir si la coupe avançait, mais je veux que ça tire à sa fin. ben oui, tout est abattu. À part les 2 trembles que vous voyez là-bas, il ne nous reste que quelques chaînes à façonner. Et le haut pied de ce gros foyard a fini. Après quoi, on débarrassera la coupe, et ma foi, on démontera le bacu. Je crois que vous allez bacuter en bas de la butte des Poussins, si je ne m'abuse. Oui, si vous le permettez, on se mettrait au pied de la butte de gravier. On serait au sec, à l'abri de la bise, et tout près du buisson. Bon, eh ben, on va aller finir de recoller mes souches. Ah bon? Vous recollez les souches avec de la colle? Ah ben non, ma petite dame, on va pas recoller les troncs sur les souches. L'opération consiste seulement à vérifier si toutes les souches que ces messieurs ont laissées après abattage portent bien le marteau, l'empreinte du marteau de l'Empire que mes collègues et moi-même avons posé le jour du martelage. Voilà, martelage, recollement, en voilà des mots compliqués, tout ça. Mais c'est enfantin. Le jour du martelage, nous allons avec mes collègues dans la cour et avec une petite hachette comme ceci, nous désignons les arbres qui seront bons à couper. Les serrés, les vieux, les cassés, les foudroyés. Nous enlevons un petit peu d'écorce à la racine et au tronc. Nous appliquons l'empreinte du marteau de l'Empire. Ah, Puis nous vendons la coupe, ces messieurs l'exploitent, et une fois qu'elle est terminée, je viens vérifier s'ils n'ont pas fait de bêtises. et puis, si des fois votre compte, vous avez trouvé les pas bons, quoi que vous faites, Je dresse procès verbal et j'envoie tout ce beau monde-là en prison. eh ben dis donc, rigole pas avec la voir chez vous. Pas rigoler. Dis donc, j'ai aperçu une image tout à l'heure. Elle est bien plus petite que celle des sœurs de l'ange que j'ai vue tout à l'heure. En effet, elle est différente car elle n'a pas le même usage. Voici une hache d'abattage qui est lourde, qui fait éclater le bois et qui ne se plante pas dans la tête. Et puis il y a aussi une autre qui est plus légère, plus fine, qui coupe comme un rasoir et qui sert à couper les blancs. Et voici ensuite aussi Si la scie pour le tailler, la scie à un homme. le passe-partout à 2 hommes pour scier les gros arbres, hein, comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, la scie également à 2 hommes pour scier les gros arbres aussi, les modernes, comme on appelle, comme ceci. Et puis, ensuite, l'indispensable set qui quitte jamais nos eaux. Veux-tu que je t'enseigne, Nanette,
comment reconnaître un bûcheron italien d'un bûcheron jurassien qui tourne le dos. Ah ben je veux bien, oui. Et ben, le bûcheron italien, il a une selle fine, comme un rasoir, avec un gros crochet. Tandis que le jurassien, il a une selfe beaucoup plus large, avec le crochet moins marqué. Eh ben dis donc, j'en aurais bien appris des choses aujourd'hui, mais je vois que le soleil se baisse à l'horizon. Et puis il faut que je m'en aille. Dites-moi, c'était bon chemin pour aller rejoindre mon Jean? Ah oui, regarde là-bas au loin, la fumée derrière la colline. Eh bien, ton Jean, il est là-bas en train de surveiller sa mue. Bon ben je me sauve. Allez, à la revoyote et puis au revoir et merci pour tout. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le garde. Au revoir, madame. Vous direz voir à votre mari que je souhaitais le rencontrer afin de parler de quelques rumeurs qui circulent à son rencontre dans cette forêt. Bon, j'y ferai la commission. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous écorcez des arbres? Et oui, dans la voiture, ce verre sert à lever les écorces. Pourquoi que c'est ça? Pour les vendre par des... Qui c'est qui veut bien vous acheter des écorces à cette heure? Les gens qui nous appellent, qui nous achètent les écorces, sont des tanneurs de dol. Car c'est vu que l'écorce de chêne renferme du tanin, qui est extrait par trempage. Et c'est ensuite avec cela que nous pourrons tanner les peaux et les cuirs. Hein, que nous avons ensuite pour nos vaillants guerriers de notre armée impériale. Et quoi que vous en faites de tout ce bois écorcé? Alors le bois écorcé, c'est une haleine que le chêne, une fois comme cela, respire beaucoup plus vite, sèche bien et devient dur comme du bois. Ça fait un excellent bois de chauffage. Je vois même que vous fabriquez des tchogous. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Vois-tu, avec ce racloir, j'écorce les brins de bourdaine. Mais sais-tu pour quel usage? Bah, ma foi, non, pas tellement. C'est pour en faire de la poudre noire. De la poudre à canon, si tu préfères. Ah bon? Vois-tu, ce bois, une fois... Je parie que ça sert à bourrer vos fusils de chasse. Voilà. Et vois-tu, ce bois, une fois écorcé, je le livre à l'arsenal à Besançon. Là, ils le réduisent en poudre, le mélangent avec du soufre et du salpêtre. C'est pour l'armée. Faut dire que c'est d'un excellent rapport pour moi. Mais depuis peu, j'ai des craintes, car j'ai entendu dire que des inventeurs auraient trouvé une nouvelle poudre et qui ne ferait pas de fumée, celle-ci. On n'arrête pas le progrès, tu sais. Ça, c'est sûr. Si ça continue, ça sera vite la fin des petits métiers comme le mien. Mais laisse-moi te dire encore, Annette, que dans cette forêt, on ne gaspille rien du tout. Moi-même, vois-tu, je conserve toutes ces écorces de bourdaine, car la bourdaine a mille et une vertus. Ah bon, lesquelles? Eh bien, par exemple, on l'utilise pour lutter contre la constipation, comme vermifuge, comme laxatif. Ça peut te débloquer aussi bien le foie, l'estomac, les reins, tout ce que tu veux, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, pratiquement. Dites donc, n'en auriez pas un petit poignet pour moi? J'ai la mère au Bacu qui est bien embêtée de ce côté-là. Ça m'aiderait bien. Et puis, j'ai appris aussi que notre boucher à la Villois, il est comme ça aussi. J'en aurais peut-être un petit peu. Tu sais, quand on est prévoyant dans la forêt, on a toujours ça sur soi. Attends. Je vais te montrer. Comment c'est qu'il faut que je prenne ça? Alors, ça se prend de préférence avec du lait et du miel. Mais auparavant, il faut que ce soit de la bourdaine bien séchée. Il faut la conserver environ 1 an et dans un local bien aéré et sec. Ben, je vous remercie, ben. Attends, Ça va bien nous fais. servir, ça. Tiens, Nanette, fais-en bon usage. Merci. Au revoir, messieurs. Et puis, à la revoyeuse. Au revoir, messieurs. Au revoir. La grande ère industrielle est commencée et réclame beaucoup d'ouvriers qui, mieux payés, mieux logés, iront travailler en ville. C'est le début de l'abandon des baraques dans les scieries forestières, c'est le début de la mécanisation du travail agricole. Une ère nouvelle commence. Mais voici que Nanette rejoint enfin son mari. Ah, Nanette, te voici enfin. Je commençais à me faire du souci. Ben, j'ai tellement rencontré de monde dans ce forêt. Personne n'est pas trop inquiet. Moi, j'étais surtout inquiet pour mon estomac. Il crie famine. C'est bien de l'homme, ça pense toujours à son estomac. Eh, j'ai épuisé toutes les provisions que tu m'as amenées l'autre jour. Installons-nous. Ah, qu'est-ce que tu m'as amené de bon? Tiens, voilà. Ah, voilà du bon pain. Bah oui, c'est l'oncle René qui me l'a donné. Il vient
Ils ont regardé de terre il n'y a pas très longtemps. C'est un pain de la dernière fournée qui t'a donné. On dira ce qu'on voudra, mais les meilleurs pains sortent bien de ces fours en terre. La terre de la forêt de Chaux donne à ces pains une couleur, une croûte incomparable. Voyons voir s'il est bon ce pain. C'est que j'ai mis mon châtre-bouc. Ah. Voyons voir. Tiens, Nanette. Merci. Sent bon. Quelle saveur. Ça, c'est du bon pain. Non, il a un peu sec ce pain là. Dis donc, pourquoi tu fais toujours le signe de croix sur ton pain? Ah. C'est un vieil usage chez nous. Mon père le faisait déjà, le père de mon père aussi, et ça depuis des générations. C'est une façon à nous, les humbles, de remercier Dieu de nous fournir le pain quotidien. Tiens, débouche-moi donc cette bouteille pendant que je te sors la suite. Oui, parce que comme je te disais, c'est un peu sec, hein. Oh, mais dis donc, mais c'est fait aujourd'hui. Où est-ce que tu sors cette bouteille? Bah, c'est la mère qui me l'a donnée. Elle m'a donné ça quand elle a su que je venais te rejoindre. Elle m'a donné ça en disant, tiens, tu donneras à Jean qui boive un coup, ça va lui donner un petit coup de gingote. Ah, moi, je reconnais bien la générosité de la mère. Mais, ma foi, c'est une bouteille de la vieille loi, ça. Regarde un peu cette forme généreuse et ce collet filé. Sais-tu que s'ils étirent le col aussi fin que ça, c'est pour qu'il y ait un minimum d'air en contact avec le vin. C'est pour ces vins de garde, les vins de Bourgogne. Tu sais, ces vins de la côte qui se vendent si cher. Voyons voir s'il continue. Et aussi beau que le contenu. Ah, c'est pas du Bourgogne, ça. Ça rappe un peu. Ah non, je vois. Des vins de la côte de Liège, enfin c'est du gratou, quoi. Et voilà. Bon, bah. Donne voir un petit coup, là. Deuxième impression. Il y en a qui vont croire que j'insiste, mais... Pas mauvais, hein. Elle est quand même bonne, cette petite. Bon, passons voir aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu m'amènes pour un peu de ceci? C'est très bien. Est-ce que tu veux encore un petit peu de pain? Oui, j'aimerais bien. Pas assez. Non, mais me voilà bien embarrassé. Voilà. Sais-tu, Nanette, qu'avec cette bouteille, là, devant nous ce soir, dans cette forêt de Chaux, eh bien, comme qui dirait qu'on est à la table du badinguet. Qui c'est encore celui-là? C'est un nouveau qui est au Bacu? Nanette, Bah, tu quoi? sais pas qui c'est le badinguet? Bah non, moi je sais pas qui c'est. C'est sûrement Napoléon, je crois. Excuse-moi. Allons. Eh ben, tu vois, tu sais, les Tambeuf et Neveu, les propriétaires de la verrerie, eh ben, figure-toi que leur bouteille, elles viennent d'être acceptées à la cour du badinguet. Tu te rends compte, sur sa table, paraît même qu'ils ont fait des cachets, des marques spéciales avec sa tête dessus. C'est, hein, enfin, les gens du grand monde. Bref. Bah, alors si je comprends bien, toi t'es l'empereur, puis moi je suis l'impératrice. Eh ben, ah, voilà. eh ben, t'as trouvé. On sent bien mieux, hein, pour l'estomac bien rempli. Non, c'est sûr, ça va mieux. Bah franchement, tu as tout m'enchever. T'aurais quand même pu te nettoyer un petit coup quand tu savais que je venais, hein. Bon, Nanette, ça serait bien utile avec le métier que je fais. À peine dégrassé, je serais déjà tout noir. Tiens, tout à l'heure, juste avant que tu arrives, il y a une brèche qui s'est ouverte dans ma meule. J'ai colmaté pendant un quart d'heure. Je dois sentir le fumet comme la saucisse de Morteau. Ouais, tiens, venez planquer. Le bois de cette meule, je crois qu'elle va me donner de l'excellent charbon de bois. Tiens, je vais te montrer le produit de la meule qui est derrière le paillasson, là-bas derrière. Regarde un peu. Regarde un peu ce beau charbon de bois. Ça, c'est de la belle ouvrage. Ah oui, qu'est-ce qu'il est léger, hein. Ah, merci Nanette. Eh ben tu vois, ce charbon-là, ils pourront toujours essayer d'en faire avec le fourneau en ferraille. Bon sang, de nos jours, on respecte plus rien. Dis donc, comment c'est que tu fais pour faire un beau charbon comme ça? Ah, ça, Nanette, c'est du travail. Déjà l'hiver, pour couper le bois, détourner les rondins, ensuite préparer une place très plate qu'on appelle une pôle. Mais attends, je vais t'expliquer. Tu sais, notre petit-neveu, celui qui est venu l'été dernier. Ah, le pauvre, oui, celui qui louche, qui a les oreilles décollées. Oui, qui oui, a enfin, l'esprit pas oui, très... celui qui est venu, lui, on va en faire un charbonnier de ce gamin-là.
Il était bien intéressé. Alors, tu sais pas, pour Noël, je lui ai préparé un petit jouet, il va être content, je vais te montrer. Attends, voir, ça doit être dans le coin. J'ai dû y ranger tout à l'heure. Ah! Ah, là, voilà. Oh, c'est pas fini, hein? Encore, mais tu vois. Oh, ça va me prendre tournure, tu vois. Alors, comme ça, tu comprendras mieux. Tu la fold, j'empile mon bois. Oh, j'y rentre des fois 20 terres là-dedans. Hein? Ensuite, une fois que mon bois est bien empilé, je vais recouvrir tout ça de mousse, de feuilles, de fougères, de ce que j'ai dans mon lit. Hein? Et puis, tout ça, je vais terminer par une bonne couche de terre, bien hermétique. Une fois que tout le travail est terminé, je vais enfiler du feu, des cendres, des braises, à l'intérieur d'une cheminée que j'aurai préparée au milieu. Là, tu vois, là au milieu, là. Voilà. Une fois que le feu est bien pris au milieu, je bouge toutes les petites ouvertures pour l'air que j'avais fait autour, et puis je laisse prendre dedans. Et puis ça dure, et le plus long reste à faire parce qu'il faut surveiller. Il faut surveiller tous les instants. Des fois 8 jours, jour et nuit. Tiens, hier au soir, j'ai même pris un coup de froid sur la gorge. Tu vois, je parle un peu difficilement ce matin. Bon, alors, et puis, oui, ça devait être ça aussi. Et puis, alors, une fois que le feu est prêt, alors ça fume. T'as dû voir la fumée loin. Ah bah oui, depuis la cloche vers les Sieurs de Long d'ailleurs. Ah, les Sieurs de Long. Tu les as rencontrés, ceux-là, deux sympathiques gaillards. Ouais, ils sont bien gentils. Ils m'ont même chanté une dernière chanson, disons. Dis donc, Nanette. Ils n'ont pas de manquer de respect, au moins. Non, c'est bête. Ils m'ont même expliqué leur métier. Ils m'ont montré leurs outils. Ah, ils t'ont montré leurs outils. Vente de coca. J'ai rencontré aussi, en partant d'eux, j'ai rencontré des beaux femmes qui ramassaient du bleu et du blé. Et bien gentils aussi. Et puis j'ai vu un chantier de bûcherons. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont costauds. Ah, je les connais. Oh, il y en a un gaillard, là. Oui, bien. Ouais, Bernard, il s'appelle. Ah bon? Oui, Il n'a pas dit son nom. Comme ça. Mais bien, costaud. Et puis, il n'y a pas longtemps, là, juste avant de te retrouver, j'ai rencontré les écorceurs. Ah, mais dis donc, mais encore un peu de... Attends, voir encore des voituriers avec leur paire de bœufs. Et puis tu auras rencontré tous les métiers de la forêt. Ah oui. Tiens, en fait, en parlant de ça, j'ai rencontré le garde. Il est donc partout, celui-là. Ah, tu l'as rencontré? Ben oui, il m'a dit qu'il voulait te voir, tiens, en fait. Il a, au sujet d'une histoire qui se court dans la forêt, j'espère que tu n'as pas fait de bêtises quand même. Hein. Non, rassure-toi. Il t'a rien dit d'autre? Bon, non, des rumeurs, mais sans plus, hein. Ventre cinglé, je suis sûr qu'il a un beau compagnon. Bah, des compagnons, c'est qui ça? C'est des amis à toi? Oui, des amis, des charbonniers, tout comme moi, mais tu sais rien, Nanette. Qu'est-ce qu'il veut à ces charbonniers? Tu ne dois rien savoir. Il en veut que tu poses pas de questions, Nanette. Et il se fait tard, tu comprends? C'est une histoire d'homme, tu ne dois pas poser de questions. Le moins t'en sauras, le mieux ça vaudra. Bon, ben Voilà. je me sauve, puisque c'est ça. Bon, ouais, je te renvoie pas, mais tu sais, regarde, le soleil baisse à l'horizon. La nuit va bientôt te prendre sur le chemin, et tu sais que le chemin est long pour rentrer au bar. Et le père Neveu a encore tué un loup derrière la mairie la semaine dernière. Alors, fais quand même attention. Dis, je te laisse les provisions. Ah oui, ça. Et puis, tiens, j'ai rencontré les écorceurs, au fait. Oui. Toi qui as des petits problèmes, tu vas les essayer avant qu'on les donne à la mère. Oui. Tiens, je te laisse ça, tu verras. Dans du lait, du miel, tout ça, c'est bien. Oui, elle me fait le coup tous les soirs. Si t'es pas trop malade, on laissera sur la mer et puis sur le boucher de la Oui, c'est ça, oui. Voilà bien des mystères évoqués par Jean le Charbonnier. Quels sont donc ses compagnons? Pourquoi les femmes ne doivent-elles rien savoir? Les réponses à ces questions vous seront données dans la deuxième partie de la veillée. Pour l'heure, nous allons faire, comme Jean et Nanette, prendre la collation, précédée d'un chant de circonstance, le jambon. Auparavant, je vous invite à découvrir l'arrivée du vin de Gramont sur une brouette de la Vieille Loire, accompagné du chant des hommes de Villette. Thank you.
charmant, mon brigand, comme ma jarretière, mon champagne blanc. Des cornemusets fut interdit par l'Église car il passait pour envoûter les garçons et les jeunes filles. La musette disparut de Bresse et dans le Jura au profit de la clarinette plus commode. Avec l'école obligatoire et les chansons à la mode, la culture paysanne, de même que le patois et la musique traditionnelle tombèrent dans le mépris. C'est ainsi qu'il n'y a pas 100 ans, le dernier son de cornemuse résonnait en forêt de chaux. Mais ce soir, et ici en terre jurassienne, les sonneurs de musette franc-comtois sont à nouveau parmi nous.
l'avantage, à l'avantage. Présent que nous sommes tous réunis en chambre d'honneur, garde-vent, veuillez prendre position et faire votre devoir. Personne ne doit approcher du bourdon pendant la vente, à moins de connaître le mot de passe. Quel est le mot de passe? À l'avantage, 3 fois maître. C'est bien. Allez surveiller les environs pour écarter les guettis. 8 mètres, il est dessus. Tous ceux qui sont présents ici sont tous de mon cousin charbonnier. Nous le savons. La vente de la chaux peut commencer. Auparavant, nous allons invoquer sur nos travaux la bénédiction du Tout-Puissant. Souverain, grand maître de l'univers, purifie nos cœurs de ton feu sacré. Imprime à nos âmes le caractère de ta divine sagesse, guide nos démarches et dirige nos pas dans les sentiers de la justice, éloigne de nous les impies et les pervers, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. À l'avantage, à l'avantage, à l'avantage. à l'ouvrage, mes bons cousins. Secrétaire, quel est l'ordre du jour? Le maître de vente doit se rendre lundi prochain à Dole pour rencontrer les marchands de bois. Il va falloir discuter des salaires, car les prix ont augmenté depuis l'année dernière. Il faudrait 2 volontaires pour accompagner le maître. J'y serai. Moi aussi. Alors rendez-vous lundi à la pointe de l'aube à la Vénéronais. Deuxième point. Notre compagnon Pointeau, ayant eu, comme vous le savez, la malchance de se casser la jambe, il est proposé à chacun d'entre nous de lui rendre une journée de travail pour terminer sa coupe. Pas d'objection? Adopté. Troisième point. La petite Sandrine, la fille de notre bon cousin Dubuc, vient de rendre l'âme après plusieurs jours de souffrance, après avoir été mordue par un chien fou. Elle sera portée en terre demain après-midi à Étrepigné. Il faudra que toute nos familles soient bien sûr présentes à l'enterrement. Je vous signale également que les gardes de l'Empire sont sur nos tous. Il faudra agir avec la plus grande prudence. Mais, un début dans les parages. La vente est suspendue. Ouvrez le feu, faites silence. Certains historiens font remonter les bons cousins charbonniers, qu'à l'époque on appelait bien sûr pas bons cousins charbonniers, à l'Antiquité. Parce que dans le mot bon cousin charbonnier, dans l'expression bon cousin charbonnier, il y a 3 mots. Il y a le mot bon, il y a le mot cousin et il y a le mot charbonnier. Dans le mot bon, nous voyons tout de suite que nous avons affaire à des gens pacifiques, à des gens altruistes, qui rendent service,
Dans le mot cousin, il n'est pas à prendre ici dans le sens familial du terme, mais plutôt comme une association de gens de bonne compagnie qui ont des intérêts communs. Enfin, le mot charbonnier, eh bien, il ne s'agit bien sûr pas du charbon de terre, auquel cas on les aurait appelés les bons cousins mineurs. Mais vous avez vu tout à l'heure, on vous a montré le charbon de bois, la fabrication du charbon de bois. Il s'agit donc du charbon de bois, des charbonniers qui fabriquaient le charbon de bois. C'est le fait que les bons cousins charbonniers, en l'occurrence, je vous le répète, on les appelait pas encore bons cousins charbonniers, c'était plutôt des bûcherons entre eux et des charbonniers entre eux. Ils seraient arrivés au moment de la première christianisation de la Franche-Comté. Vous savez que ça s'est passé aux alentours du 1er siècle de notre ère et que des missionnaires venus de Rome sont arrivés pour porter la foi chrétienne dans nos régions. Ces gens-là, eh bien, la foi chrétienne ne s'est pas répandue du jour au lendemain, ça a posé beaucoup de problèmes. Et comme on avait persécuté les premiers chrétiens à Rome en les donnant à manger aux lions, en les brûlant sur les bûchers, eh bien les Romains qui occupaient la Franche-Comté à cette époque ont fait de même et ont persécuté les premiers chrétiens. Mais il n'y avait pas que les Romains qui persécutaient les premiers chrétiens. Il y avait aussi les Gaulois, il y avait aussi les druides qui voyaient d'un mauvais œil ces gens qui venaient de l'extérieur apporter une nouvelle religion et enlever la religion païenne, faire disparaître la religion païenne qui avait toujours existé. Si bien que les premiers chrétiens, pour pouvoir se réunir, pour pouvoir propager leur foi, eh bien ils se sont réunis dans les forêts et ils ont constitué des associations et que les premières messes ont été données dans nos régions, dans les forêts, dans les montagnes, bien sûr, dans les grottes. Ça, c'est la deuxième explication. Dans la suite des siècles qui se sont déroulés par la suite, eh bien, l'association des bons cousins charbonniers s'est structurée et puis elle a perduré de siècle en siècle. Je passe les siècles encore, et puis vient cette terrible époque, vous savez, de la Sainte Inquisition, l'époque où on brûlait les sorciers. Et il est évident que ces gens qui vivaient dans les forêts, qui se réunissaient secrètement la nuit, comme vous avez vu, avec une approche particulière, qui tenaient des conciliabules que les autres ne comprenaient pas, ces gens-là, bien sûr, attirèrent l'attention des grands juges, et c'est pourquoi un certain nombre de bons cousins charbonniers finirent sur le bûcher ou aux galères. Cette secte, elle se prolongea encore longtemps dans les siècles suivants. Elle traversa la Révolution parce que vous avez vu que les bons cousins charbonniers étaient des gens pacifiques et des gens surtout qui ne se mêlaient pas de politique. Ils étaient des gens solidaires, des gens qui adoptaient entre eux des méthodes de la solidarité, qui s'entraidaient. Et puis arriva une époque, au milieu du siècle dernier, où il y eut dans la région une terrible crise économique qui fut due à l'arrivée du chemin de fer dans la forêt de Chaux. Cette arrivée du chemin de fer, ce modernisme, supprima d'un coup des centaines et des centaines d'emplois. Vous voyez que les crises économiques ne datent pas d'aujourd'hui. Et les bûcherons, les voituriers, les charbonniers furent obligés de s'expatrier, d'aller travailler dans les villes pour pouvoir survivre. Il resta très peu de charbonniers, très peu de bûcherons, à tel point qu'à un moment donné, il y en avait si peu qu'on dut faire appel à une main-d'œuvre étrangère, vous voyez déjà l'immigration, et à ce moment-là, on appela des charbonniers qui venaient d'Italie, notamment du Piémont, qui s'installèrent dans la forêt de Chaux. Et ces gens-là aussi avaient des sectes, avaient des associations. On n'appelait pas en Italie les bons cousins charbonniers, on les appelait les carbonari. Et c'était des sectes, par contre, qui étaient beaucoup plus politisées que nos sectes franc-comtoises. C'était des gens qui soutenaient le combat d'un grand homme italien qui s'appelait Garibaldi. Et si bien que ces bons cousins charbonniers, ces carbonari italiens, enrôlèrent sous leur bannière un certain nombre de bûcherons et de charbonniers de nos régions. Et que la secte des bons cousins charbonniers, telle qu'elle existait à l'origine, eh bien, s'altéra d'année en année. Et finalement, comme la politique malheureusement gâte tout, eh bien, à la fin du siècle dernier,
les bons cousins charbonniers cessèrent d'exister. Vous avez donc assisté ce soir à une reconstitution d'une vente des bons cousins charbonniers, telle qu'elle existait au siècle dernier, mais après le début de ce siècle, elle n'existe pas. Bien qu'ils fussent secrets, ces rites ont été transcrits au milieu du XIXe siècle dans un ouvrage que nous avons retrouvé à la bibliothèque de Dole. Dans ce livre figure le cantique des bons cousins charbonniers. Ils chantent la fierté de s'affranchir des durs travaux des champs pour devenir les maîtres du feu. Voici donc, sur un air que vous connaissez tous, des paroles qui n'avaient plus été chantées depuis un siècle.